Patrice Boivin, avec qui nous allons évoquer Victor Hugo, et un Victor Hugo bien particulier, puisque c'est le Victor Hugo avec ses séances spirites de Jersey, avec le livre des tables publié aux éditions Folio Classique. Patrice Boivin, comment vous avez découvert Victor Hugo Spirit? C'est une rencontre de hasard où, en me promenant sur les quais de bouquinistes à Paris, j'ai découvert un vieil opuscule de 1923 qui relatait quelques séances de spiritisme auxquelles s'était livré Victor Hugo. Et lorsque j'ai vu que tout d'un coup je voyais Victor Hugo discuter avec Shakespeare, avec la mort, avec Jésus, avec Dante, Caïn, j'étais assez stupéfait. Alors évidemment, pour tout autre que lui, j'aurais refermé sans doute l'ouvrage aussitôt en me disant qu'il avait abusé de substances psychotropes, sans doute, voire plus. Mais quand on sait que Victor Hugo ne fait rien par hasard et que toujours tout est inscrit dans une logique bien définie, cela m'a interpellé et puis j'ai voulu en savoir plus. Donc j'ai réfléchi à cela et puis j'ai décidé d'en faire un sujet de thèse que j'allais soutenir plus tard à la Sorbonne. Alors on est en octobre 1855, Victor Hugo découvre ce phénomène qui est un phénomène qui vient des États-Unis. Tout à fait. En fait, c'est pas tout à fait octobre 1855. Lorsqu'il va découvrir cela, c'est à partir de septembre 1853. Cela vient des États-Unis où les sœurs Fox, effectivement, se sont livrées à des expériences où elles affirmaient correspondre avec les esprits par l'intermédiaire de claquements de doigts. Donc en fait, aux États-Unis, on va qualifier ça de science nouvelle, spirit trapper, les esprits frappeurs. Et puis cette science nouvelle va gagner toute l'Europe en passant par l'Angleterre et puis ensuite la France. Et ça va être un courant d'études de ce spiritisme qui va se développer en France et qui va être très suivi par les artistes et notamment les écrivains. Alors est-ce que Victor Hugo est un esprit plutôt cartésien, quelqu'un de très ouvert justement aux sciences nouvelles, ou est-ce que c'est parce qu'il se trouve dans une situation, on est presque une dizaine d'années après la mort de sa fille, un peu désespéré, qu'il se tourne justement vers ces esprits pour peut-être justement aussi communiquer avec sa fille? Là vous avez posé une très bonne question et puis trouvé une partie de la réponse. Victor Hugo en fait est extrêmement dubitatif par rapport au phénomène des tables parlantes. Au départ on les appelle les tables tournantes, ensuite elles deviendront parlantes. Il est extrêmement dubitatif et lors de la première séance positive qui aura lieu le 11 septembre 1853, lorsqu'apparaît Léopoldine, eh bien cette présence de Léopoldine à la table de Marine Terrasse à Jersey, dans la maison qu'ils occupent, va décider de toute la suite, puisque utiliser la figure de la fille morte, de la fille tant aimée, préférée, qui avait toutes les qualités, Léopoldine, donc disparue exactement en 1843. Utiliser Léopoldine pour justifier l'existence des tables aurait été non seulement une supercherie, mais véritablement une ignominie. Et la venue de Léopoldine va accréditer ensuite la véracité des tables. Il était totalement inconcevable pour Victor Hugo d'utiliser la figure de Léopoldine pour accréditer une supercherie. D'autant plus que Madame Hugo, femme de Victor Hugo, dira que l'esprit de Léopoldine lui avait confié quelque chose qui, on ne saura pas quoi, mais qui n'était connu que d'elle et de Léopoldine. Et ensuite, toute la famille va absolument croire en la véracité des tables. Alors toutes ces séances vont être consignées, vont être écrites dans des petits carnets, 4 carnets au total. Est-ce qu'on est sûr de 4 carnets? Parce qu'en fait on n'en a que 2 aujourd'hui, dont un est inédit. Oui, on est absolument sûr qu'il y a eu 4 cahiers exactement, ce qu'on appelait les cahiers rouges, qui vont être rédigés à Jersey. Au départ, en fait, Victor Hugo et tous les participants aux tables vont prendre note, à tour de rôle, du contenu des révélations. Donc c'est ce qu'on appellera les procès-verbaux. Et puis ensuite, il y a une mise au net
de ces procès-verbaux qui se fait sur des cahiers. Et au total, il y aura 4 cahiers qui seront rédigés à Jersey. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, seuls 2 nous sont parvenus dans des circonstances bien particulières et très étranges. Les 2 autres restent à jamais disparus. Mais ces 2 cahiers sont à la BNF et rue de Richelieu, aux manuscrits occidentaux. Et ce sont des manuscrits authentiques donc, et autographes de la main de Victor Hugo. Alors ces manuscrits, vous les avez republiés sous le nom de Victor Hugo avec donc une édition, Patrice Boivin, avec des commentaires, avec, pour les analyser. On voit dans ces séances Victor Hugo et puis les gens qui sont avec lui dialoguer avec Shakespeare, avec Jésus, avec la mort, avec le drame, avec... Quelle véracité peut-on avoir justement de tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect fantasme? Est-ce qu'il n'y a pas un délire quelque part? Ou est-ce que réellement... Il faut éviter d'essayer de trouver, je pense, une explication rationnelle au déroulement des séances spirites. La supercherie, en fait, est dans l'occulte, et trouver une explication à l'occulte, c'est très délicat. Toujours est-il que Victor Hugo, lui, est resté pleinement convaincu que cela a existé et qu'il y avait un esprit dans la table. Comme il le dit textuellement, il y a un esprit dans la table. Alors pour Victor Hugo, c'est la preuve de l'existence et de la survie de l'âme. Exact. Il y a un point de vue religieux quelque part peut-être aussi. Religieux, oui. Victor Hugo, effectivement, restera toujours convaincu jusque la fin de sa vie, puisqu'il le demandera dans son testament, puisqu'il demandera une prière à toutes les âmes. Victor Hugo est convaincu de la survie de l'âme après la mort. Il rejette d'ailleurs toute idée de religion, à partir de 1853 d'ailleurs, mais pour lui, Dieu est un fait indiscutable. Victor Hugo vient de publier Les Châtiments, pour situer un petit peu chronologiquement dans son œuvre. Est-ce qu'il va y avoir un avant et un après au niveau des écrits de Victor Hugo par rapport à ces séances de spiritisme? Victor Hugo, donc, comme vous l'avez dit, on a terminé avec Les Châtiments depuis 1853. Les contemplations sont en marche, mais ne sont pas encore nées, puisqu'elles vont paraître en 1856. Et puis, il faut savoir que les 2 tiers des contemplations ont été écrites à Jersey et contiennent l'influence, notamment dans le 6e livre des contemplations, contiennent l'influence des tables et de leurs révélations, notamment avec l'avant-dernier poème avant celui qui est à celle qui est restée en France, ce que dit la bouche d'ombre. Mais toutes les œuvres à venir de Victor Hugo, notamment poétiques, comporteront la trace de l'influence des tables, y compris d'ailleurs dans certains romans, puisque dans certains passages des Misérables, dans certains passages de L'Homme qui rit, on retrouve l'évocation de la table. On peut imaginer qu'on retrouve un jour le dernier cahier. Les 2 derniers cahiers. Les 2 derniers il en cahiers. manque 2. C'est assez... la question reste posée. Moi, je désespère un petit peu parce que les 2 cahiers seraient arrivés sur le marché plus tôt, puisque le dernier cahier qui a été proposé en vente à Drouot l'était en 1972, donc cela fait déjà plus de 46 ans maintenant. Et pour des inédits de Hugo, ils seraient réapparus sur le marché. Peut-être ont-ils tout simplement disparu. Quelqu'un avait intérêt à les faire disparaître éventuellement? Quelqu'un avait, oui, ils avaient intérêt à les dissimuler à la mort de Victor Hugo. C'est ce qu'a fait son premier exécuteur testamentaire. Il les a certainement dissimulés en attendant d'en révéler certains extraits. Et puis ensuite, ils sont passés de main en main et peut-être tout simplement que 2 cahiers ont disparu. Victor Hugo, le livre des tables, les séances spirites de Jersey, édition donc de Patrice Boivin, Hugo et les esprits avec des pages inédites, donc c'est en folio classique. Merci pour nous avoir fait partager ce moment de la vie de Victor Hugo. Merci.